Victoire Victoria. Alors comme promis, ben voilà. Vous voulez refaire ça, monsieur, s'il vous plaît? Bon, vous avez reconnu. Alors la surprise est finie. Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, dans l'émission d'Alain Sanders, je reçois ce soir Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est mieux comme c'est plus. Alors on va faire une heure et demie, enfin un peu plus d'une heure, assez inhabituelle parce que j'avais d'abord eu l'idée de réunir autour de Jean-Marie Le Pen une espèce de petit club de la presse. Et puis finalement les choses se sont habillées autrement, si j'ose dire. Donc c'est pas seulement un club de la presse, c'est aussi un club de la presse, mais avec un candide, c'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez, que vous avez entendu dans cette émission plusieurs fois, qui s'appelle Georges Consol, qui n'est pas journaliste, mais qui est quelqu'un qui a des choses à dire, comme tout le monde d'ailleurs, et donc qui interviendra un petit peu comme le candide, on peut dire, l'homme qui n'appartient pas plus à un parti qu'à un autre, mais qui voudrait savoir un peu plus à fond ce que Jean-Marie Le Pen pense de la situation. Et puis on a un invité, je crois que c'est la première fois qu'il vient dans cette émission, j'en suis sûr, mais je ne sais pas, sur Radio Courtoisie peut-être, je ne sais pas, non peut-être pas. Je suis déjà venu sur Radio Courtoisie, bien volontiers, j'y viens quand on m'invite. C'est Nicolas Miguet qui est le refondateur du Quotidien de Paris, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait, en tout cas il était mort, je l'ai ressuscité et... Ouais. Alléluia. Oui. Exactement. Alors c'est un homme comme... Un journal de droite. C'est un homme comme je les aime, c'est-à-dire c'est un fou, quoi. Un jour il s'est dit, tiens, je vais ressusciter le Quotidien de Paris, ce qui paraît vraiment complètement fou. Il faut dire c'est un pari incroyable, et il l'a fait. Bon, je ne sais pas s'il est en train de réussir, mais en tout cas il n'est pas là pour nous raconter la vie de son journal, il est là comme journaliste pour poser des questions à Jean-Marie Le Pen. C'est pas un journaliste proche du Front National, c'est un journaliste libre. Et puis j'ai quand même une nouvelle que je voudrais vous annoncer à propos de Nicolas Miguet, c'est que non content d'avoir refondé ou ressuscité le Quotidien de Paris, il a eu une idée qui, moi, me fait très très plaisir, et je sais qu'elle fait plaisir à beaucoup de monde aussi, qu'elle fera plaisir à beaucoup de monde, c'est de créer un quotidien du dimanche. Et oui. Parce que c'était un produit dimanche de dimanche prochain. Voilà, c'était un produit qu'on pouvait plus lire. Vous n'auriez pas pu prendre le titre Quotidien du dimanche? Non, c'était dommage. Oui, enfin, je dirais que d'abord, il est sous-titré le Quotidien du 7e jour, mais on a pris donc Info Dimanche parce qu'on a quand même, donc c'est une formule complètement différente du Quotidien de Paris aussi, puisque c'est moins politique, beaucoup plus loisir et beaucoup plus sport. Et on vise un très large public, une très large clientèle. Et je crois que pour 6 francs, alors qu'il y a un seul journal aujourd'hui, le journal Dimanche, qui est vendu 6 francs 50, c'est-à-dire plus cher, on va pouvoir, sur 32 pages, un produit de très belle qualité, en couleur, réussir donc à avoir une large clientèle qui n'est pas aujourd'hui satisfaite de l'offre existante. Puis, de toute façon, il y a juste un seul titre. Et pour cause. Donc enfin, Jean-Marie Le Pen, on va pouvoir lire un journal le dimanche, ça nous manquait. Et qui ne m'insulte pas. Qui vous insulte. J'espère, monsieur Miguet. Vous lisez le Quotidien de Paris régulièrement, je ne sais pas si vous vous sentez insulté. Puisque le journal du dimanche, sous la direction de monsieur Genestar, se fait un plaisir d'user de son monopole pour m'insulter, comme rarement d'ailleurs les journaux osent le faire. Alors voilà, donc en tout cas, c'est pas le cas du Quotidien de Paris tous les jours. Vous pouvez voir que nous respectons largement le choix démocratique de 15% des électrices et des électeurs, et nous avons même été parmi les premiers au cours de la semaine qui a précédé le premier tour de la présidentielle à dire quel serait vraiment votre score. Absolument. Alors que tous les journaux écrivaient que vous feriez entre 10 et 12%. Alors autre invité ce soir, enfin autre intervenant ce soir, Martin Pelletier, qui lui représente la presse du parti. La presse du parti. Tu aimes bien National Hebdo. National Hebdo. Et puis également ADG, qui est venu pour représenter. Quel bouquet du parti. Quel bouquet. Et qui est venu pour représenter le libre journal de la France courtoise, puisque moi, comme je dirige l'émission, je ne peux pas décemment représenter mon propre journal. C'est ça. Alors, Jean-Marie Le Pen, j'aimerais bien quand même, bon ça fait un moment que c'est passé et tout, mais j'aimerais bien, parce que vous ne l'avez pas fait encore sur Radio Courtoisie, en tout cas dans mon émission depuis les élections municipales, que vous nous donniez en quelques mots votre bilan maintenant de ces municipales, parce qu'il y a eu de bonnes nouvelles, il y en a eu de mauvaises. Je voudrais d'abord vous faire part du scoop de la soirée, puisque l'information était sous embargo de l'AFP jusqu'à 18h. Je vous la livre en la lisant simplement. Popularité de Jacques Chirac et Alain Juppé en baisse de 7 points pour BVA Paris Match. Voilà. Donc 7 points en un mois, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup en plein état de grâce. Mais il est vrai que
M. Juppé, s'estimant au-dessus des contingences politiques habituelles, a pensé qu'il pouvait dilapider son capital de confiance et a attendu la 5e semaine pour annoncer les douloureuses, évidemment pour ne pas que cela provoque un effondrement des positions majoritaires aux élections municipales. Néanmoins, les Athéniens s'atteignent, n'est-ce pas, comme on disait autrefois en faisant de mauvais jeux de mots en classe de seconde. Et les Perses se percent. Et les satrapes s'attrapèrent. Les satrapes s'attrapèrent. Voilà. Alors nous voilà arrivés au point de départ, en quelque sorte, de la chute qui ne saurait manquer d'être vertigineuse de messieurs Chirac, Juppé et consorts en direction du fameux mur qui, lui, n'a pas été détruit, qui est le mur de l'échec, qui figure d'ailleurs sur les trajectoires de toutes les politiques folles ou fausses. Alors on va parler de tout ça, on va parler de l'immigration naturellement, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler étant donné l'actualité. On va parler de la désinformation sur les commandos, comme ils disent, anti-avortement. On va parler de toute cette actualité. Mais j'aimerais quand même que vous nous disiez en quelques mots, pour vous, au fond, le bilan de ces municipales, est-ce que c'est un bilan globalement positif ou globalement négatif? Parce qu'on peut dire les deux. On peut dire qu'il y a eu, s'il n'y a pas eu d'effet Chirac, il y a au moins eu, ni Jospin, il y a au moins eu un effet Le Pen. C'est moi qu'on puisse dire, on se demande ce que les journalistes racontent. Puisque si j'en juge, si je juge la situation à l'aune médiatique, jamais le Front National n'avait eu droit à autant de commentaires, d'analyses, quelquefois pertinentes. D'ailleurs, il y a quand même un certain nombre de journalistes qui commencent à s'apercevoir que cet ovni, cet objet votant non identifié, n'est-ce pas, a de l'importance et qu'il figure dans l'équilibre des mouvements politiques en France, puisque des gens découvrent que, j'ai lu l'autre jour, je crois, dans un quotidien du matin, un nouveau quotidien du matin, que le Front National allait enfin avoir des élus qui ignorent que le Front National a des élus européens depuis 12 ans, 11 ans en tout cas, qu'il a eu des élus nationaux, qu'il a 230 élus régionaux, etc. Et maintenant, plusieurs milliers d'élus municipaux. Mais enfin, chacun fait sa classe au moment où il arrive, même en sortant de l'école de journalisme. On apprend la technique de désinformation, mais on n'apprend pas à étudier l'actualité et la réalité. Bon, alors cela étant dit, c'est un succès globalement positif, évidemment. Car en politique n'existe que ce qui paraît exister, et la conquête démocratique de villes aussi importantes que Toulon, Orange et Marignane, et le fait que nous en ayons perdu par une mobilisation générale, non pas seulement de l'établissement politique, mais de l'établissement tout court, puisque il est venu le nombre suffisant de cardinaux, d'archevêques, de rabbins, de pasteurs, de barbus logeards, pour venir nous expliquer que c'était la fin du monde si le Front National gagnait ici ou là. Et puis, bon, j'y ajoute quand même Nice, parce que malgré la félonie de Perrin, c'est quand même une victoire du Front National, puisque c'est l'homme qui avait, paraît-il, conservé les idées du Front National et qui avait incarné le Front National pendant 10 ans à Nice, qui a été élu maire. Bon, c'est donc les idées, peut-être que ces idées seront trahies, bien sûr, comme le sont souvent les programmes électoraux, mais au moment où les citoyens expriment leurs sentiments, eh bien, ils l'ont exprimé en faveur de quelqu'un dont ils croyaient, peut-être à tort, qu'il était en connivence avec Jean-Marie Le Pen. Moi, je crois à la droiture, je me défie des habiletés politiques, surtout en période de décadence, car d'elles peuvent naître des équivoques qui sont porteuses éminemment de désillusions plus tard. Alors moi, je marche droit, je dis qu'Anis Perra aurait pu gagner sous l'étiquette du Front National, comme Jean-Marie Le Chevalier l'a fait brillamment à Toulon, et qu'il a privé
le mouvement politique qu'il avait fait, député, conseiller général, conseiller régional, conseiller municipal, de sa légitime victoire. Cela dit, allez, ne pleurons pas sur le lait répandu, nous verrons bien ce que des prémices douteuses peuvent donner comme résultat à moyenne échéance. Voilà. Il y a déjà un résultat qu'on peut noter, c'est que, à peine élus, les 3 maires du Front National ont appliqué une des parties du programme, qui était de nettoyer leur ville. Ils ont commencé de l'appliquer, puisqu'on sait déjà que c'est dans ces 3 villes, au moins, on aura des chances, comme le dit François Brignot dans son dernier papier de National Hebdo, c'est des 3 villes dans lesquelles on n'entendra pas chanter M. Bruel. Et on imagine donc toute la population se précipitant dans sa ville en disant venez donc chez nous, on n'entend pas Bruel, ce qui est déjà un avantage. Oui, c'est un peu comme sur Radio Courtoisie. Oui, vous savez, et puis en plus, les 3 maires sont, je crois que le plus jeune au Front National doit être Jean-Marie Le Chevalier, qui y est depuis 15 ans, oui. N'est-ce pas? Les autres y étant depuis 20 ans ou 22 ans. M. Montpierre, je crois qu'il était adhérent du Front National avant qu'il existe, lui. non, il a été de 73, comme Bompard d'ailleurs. Ce sont on peut dire des fondateurs à l'échelon local. Alors, il y a un revers à cette médaille, enfin une possibilité de revers, c'est que, bien évidemment, on va se trouver dans la situation où les autres vont dire, bon, ben, maintenant que vous avez des villes, faites vos preuves. Et est-ce qu'il est possible, vraiment, étant donné l'arsenal de pouvoir dont il dispose, ou de contre-pouvoir auquel il est confronté, est-ce qu'il est possible à un maire Front National d'appliquer même d'une façon approchée la politique la ligne du mouvement ou la politique du mouvement, notamment en ce qui concerne la préférence nationale, notamment en ce qui concerne beaucoup d'autres aspects de la politique. Il faut que nos maires soient très clairs, qu'ils agissent en permanence dans la transparence la plus totale, que quand il y a des bâtons dans les roues, ils les dénoncent immédiatement à la population par tous les moyens en disant voilà pourquoi la ville est victime du choix que vous avez fait, etc. Moi, je me souviens avoir longuement bavardé en Espagne avec un aviateur républicain, couturé, couvert de médailles, devenu franquiste le jour où les Nations Unies ont décidé d'appliquer le boycott démocratique à l'Espagne franquiste. Il est devenu franquiste, comme je connais des Irakiens qui sont en faveur de Saddam Hussein, alors que familialement, ils sont en guerre ouverte depuis des décennies, n'est-ce pas? Autrement dit, si l'établissement veut encore faire une erreur mortelle supplémentaire sur la route de ses échecs, eh bien, il peut organiser le boycott secret, puisqu'il n'ose pas faire le boycott public, le boycott secret, administratif, bureaucratique de ces villes. Ce serait un défi, à mon avis, que nos camarades devraient accepter avec reconnaissance, car elle servirait de tremplin au bon futur du Front National. J'ajoute qu'à Vitrolles, à Noyon et peut-être à Dreux, nous pouvons peut-être espérer que, à la suite des scandaleux événements qui se sont produits dans ces villes au cours de la campagne électorale de second tour, les élections soient annulées et que l'on puisse revoter, là aussi dans la transparence et dans une atmosphère démocratique, ce qui n'a pas été le cas. Martin Pelletier, oui, Jean-Marie Le Pen, vous venez de parler de Dreux et de Vitrolles notamment. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une espèce de dérive communautaire organisée par certaines associations pour lancer les beurs en tant que tels, donc en tant de communauté, c'est-à-dire contre l'esprit de la République, contre le Front National? Oui, il y a une chose qu'on est libre de faire, c'est de lancer des appels par radio, par tract, par circulaire, par journaux, pendant la période électorale. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est le jour du scrutin, n'est-ce pas, organiser des manifestations d'intimidation physique en raflant, je ne sais sous quel attrait, n'est-ce pas, les jeunes. Je crains, quelqu'un me dit, oh ben on a dû leur offrir de l'argent. Je crains que ce soit bien pire que ça. Je crois que c'est par la haine, en appelant à la haine, que les politiciens de bas étage réunissent
des troupes de choc qu'ils auront d'ailleurs sur les bras demain, en leur disant mais venez donc voter ou venez donc manifester contre ceux qui veulent vous jeter à la mer ou vous mettre en camp de concentration. Ce qui est l'utilisation d'une ignoble calomnie pour obtenir une mobilisation. Ces gens-là avaient visiblement très peur de voir leur compte mis à jour, et cette mobilisation, notamment à Vitrolles, ne peut avoir d'autre explication quand on voit dans la rue en même temps Jospin, Tapie, les subventionnés de l'OM Vitrolles, etc. On se dit qu'il devait y avoir quelque chose à cacher, qu'il fallait absolument empêcher de monter à la surface. Moi, je vais dire une chose horrible, pardon Martin, mais quand j'ai vu monsieur Bernard Tapie, le repris de justice bien connu, se présenter aux côtés de monsieur Gaudin pour faire l'alliance contre le Front National, j'ai immédiatement pensé à une chanson qu'on aurait pu intituler Tapie Tapette. Allons. Non mais je reviens à Si, parce que c'est d'écraser la souris du Front National. Bien sûr, je ne veux pas dire autre chose. Et garder son fromage, bien sûr. Non mais je reviens au beurre, là, c'est quand même dresser une communauté contre un parti, est-ce qu'on ne peut pas dire le mot que c'est une action factieuse de la part? Absolument. Alors Nicolas Miguet, le quotidien de Paris et Info Dimanche à partir de dimanche prochain dans tous les kiosques. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas, monsieur Le Pen, qu'il y a une sorte, non pas de dérive, mais on a vu quand même que les villes qui ont basculé en faveur du Front National sont des villes qui, au cours des 2 ou 3 dernières décennies, ont à peu près tout essayé. Souvent venant du rouge le plus extrême, c'est des municipalités anciennement communistes ou socialistes qui avaient basculé sur la majorité présidentielle. Et au bout de 2 échecs, un échec du socialisme à la Soldanie dans le Var par exemple, et un échec de la gestion donc, de l'actuelle majorité au plan municipal, ont finalement pris comme recours le système ultime pour eux, qui est une gestion Front National. Et que contrairement à ce qui est dit par un certain nombre de journaux, c'est pas un vote de rejet de l'ensemble, etc., mais un vote d'adhésion, de choix, en disant finalement il y a un recours, il y a un système qui existe, en parallèle des 2 autres systèmes, il y a une 3e force. Oui, c'est même l'avis de M. Séguin. Alors c'est vous dire que je suis rarement en accord avec les analyses de M. Séguin, mais pour une fois, je crois qu'il ne s'est pas trompé. C'est beaucoup plus un vote d'adhésion mais qu'un vote de rejet. Mais d'autant que ces adhésions ont déjà largement été esquissées dans le passé, même si les scrutins les ont améliorés en quelque sorte, et par conséquent c'est l'attachement à un système de valeurs, c'est l'attachement à une critique de la politique menée à tous les échelons, et c'est l'espérance d'une politique nouvelle sur le plan local, politique française. Puisque désormais, ça paraît extraordinaire, l'établissement laisse au Front National le formidable boulevard de la défense exclusive des Français. Alors, là, je crois que c'est une question qui est tout à fait importante parce que depuis quelque temps, on voit apparaître dans le Nouvel Observateur, dans l'événement du jeudi, dans toute la presse. Et Jusdem fariné. Et Jusdem fariné. De la même farine. Comme disent les latinistes dont vous êtes. Des papiers qui disent il ne faut surtout pas laisser... on est en train d'abandonner le monopole de la nation au Front National. Il faudrait arriver à récupérer l'idée de nation sans s'embarrasser des nationalistes. Alors pour ça, il faut que Patrick Bruel chante Flotte petit drapeau, ça dépend de la couleur du drapeau. Higelin la Marseillaise, et comment il s'appelle Gainsbourg l'a bien chanté. Oui, bien sûr, mais comment il s'appelle le comédien qui est cousin de Patrick Bruel? J'ai oublié son nom, il pourrait aussi chanter il s'appelle pas Bruel, la chanson des Pieds Noirs, n'est-ce pas? Non, pas Macias. Non, comment le comédien là, enfin il faudrait qui intervient quelquefois en politique aussi. Arditi. Non, les Pieds Noirs. En tout cas, je crois qu'à propos de Bruel, il faudrait mettre une chose au point tout de suite. Moi, je pense qu'il a été beaucoup plus vexé que vous révéliez que son prénom est Maurice, plutôt que son nom. Possible. Je crois que c'est ça. Oui, c'est pas la mode, Maurice. C'est Anne. Il y a une question qui est posée. Non, lui, c'est son vrai nom, Anna. Il a changé de nom au journal officiel. C'est différent. Là, monsieur Anna ne s'appelle plus Lévy. Il s'appelait Lévy, il s'appelle maintenant Anna. Tandis que c'est pas un nom de cirque, Maurice Benguigui
a choisi comme nom de théâtre Patrick Patrick Boel. Ça fait plus irlandais. Une auditrice pose une question qui s'est beaucoup posée dans les débats post-municipaux. C'est celle de votre rôle, Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas un rôle constitutionnel. Mais est-ce que vous jouerez un rôle, demande-t-elle, dans la gestion des villes Front National? Non, a priori non. Sinon celui d'un conseiller. J'ai quand même une expérience politique qui est plus vaste que celle de la plupart de mes amis. Et il est évident que je suis gardien de la ligne du Front National et que ces listes s'étant référées pour obtenir la confiance des électeurs au parrainage du Front National, ceci donne au Front National une autorité, mais qui s'exercera avec beaucoup de discrétion, compte tenu de la confiance que le Front National a lui-même à l'égard des maires qui viennent d'être élus. Il n'y a absolument aucune raison, mais c'est tout de même un nouveau métier pour eux, et le mouvement peut être en mesure de les appuyer, et s'ils le demandent. ADG. Oui, je crois que je voudrais qu'on vienne à la question que posait Serge tout à l'heure. On lit un petit peu partout actuellement que la préférence nationale serait d'abord illégale et enfin moi c'est ce qu'on lit en tout cas, qu'elle serait illégale et qu'elle serait donc incompatible ou antinomique en tout cas avec une action municipale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est affirmé à peu près clairement, et c'est en passe d'ailleurs de devenir une vérité, puisque les médias le disent de concert. Bon, par conséquent, et M. Gaudin l'a même dit lui-même, par conséquent, c'est que la préférence nationale serait en France un délit. Monsieur Olivier Duhamel écrit, Monsieur Olivier Duhamel, qui est un des parangons des vertus républicaines et démocratiques. Oui, enfin, autoproclamé, comme on dit, et pourquoi pour la République de Palais. N'appelons pas préférence nationale ce qui est discrimination raciste. Autrement dit, tout simplement, pour lui, le fait de dire en France je préfère donner aux Français qu'aux autres, c'est de la discrimination raciale et donc c'est un crime. Oui. Avez-vous vu Nicolas Miguel, quotidien de Paris. Oui, je suis désolé de vous interrompre un peu, mais avez-vous vu l'éditorial que j'ai consacré mardi dernier dans le quotidien à un article publié dans l'Écho des Savanes, qui n'est pas poursuivi de façon amusante, c'est une bande dessinée proprement raciste, d'appel au meurtre, puisqu'on demande de tuer 1 million d'Arabes. Je veux dire que c'est très clair, c'est écrit comme ça. On a reproduit ces bandes dessinées, qui est écrite par un dessinateur qui a eu le grand prix de la bande dessinée à Angoulême, décerné quasiment des mains de Monsieur Jacques Lang, avec un Jacqueux, enfin la personne qu'on connaît, maire de Blois, etc. Pas invité de Radio Courtoisie certainement, mais enfin, pas dans cette émission en tout cas. Et qui ne fait l'objet d'aucune poursuite. Alors que moindre dessin avec une allusion simple de préférence nationale éventuellement, du genre je préfère mon cousin, etc., est poursuivi par le MRAP, par tout un tas d'organisations diverses et variées, autoproclamées républicaines, comme vous le dites tout à l'heure, pour l'autoproclamé défenseur des valeurs républicaines, et qui sont des gens qui déclarent que grosso modo un élu démocratiquement élu par les électeurs, s'il a une étiquette, n'est pas bon, se lèvent, écrient et font des manifestations. Moi je suis en Normandie, je suis élu local en Normandie, je vois à Évreux, il y a 3 élus Front National qui sont entrés donc au conseil, c'est une mairie communiste. Il y a eu une manifestation avec des hurlements, des vociférations pour saluer l'arrivée des 3 élus du Front National, qui représentent un nombre d'électeurs individuellement largement supérieur, puisque c'est une liste minoritaire, à l'ensemble des autres élus qui sont... C'est quand même particulièrement étonnant de voir que ce sont soi-disant des parangons de démocratie qui donnent des leçons d'antiracisme alors qu'ils sont racistes foncièrement. Dans leurs publications, on voit exactement ce qu'ils font et ce qu'ils écrivent, et qui donnent des leçons soi-disant de démocratie alors que quand ils ont des élus en face d'eux, ils les critiquent alors qu'ils sont élus. Bon, il n'y a pas eu que des injures, il y a eu des coups à Dreux. Madame Stirbois et les gens qui l'accompagnaient, bien qu'elle ait obtenu 40% des voix, ont été battus. On l'a vu à la télé. On l'a même vu à la télévision. Et ceci avec l'approbation du maire, du nouveau maire de RPR, de Dreux. Ce qui est au fond assez amusant, c'est que on entend les mêmes gens qui disent nous on est contre le Front National parce qu'on est contre la violence,
je pense à M. Bruel, qui dit « Moi, j'irai pas chanter dans une ville tenue par le Front National parce que j'aurais trop peur d'avoir envie de casser la gueule du maire. Oui, On entend Macias qui dit moi, si j'en vois un, je lui casse la gueule. » Enfin, tous ces gens qui sont contre la violence disent « Retenez-moi ou je fais un malheur. » Oui, avec la langue, il casse, hein, parce qu'autrement, c'est déjà moins sûr. Martin Pelletier. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Dites, oui, pour revenir sur la question des villes, National Hebdo consacre cette semaine à une double page, justement, ce qui est possible aux maires de faire, c'est-à-dire ce qui est de leurs compétences, le cadre légal, et quoi qu'on en dise, évidemment, la Constitution instaure la préférence nationale, si on la lit correctement, et puis également la marge de manœuvre. Alors, dans la marge de manœuvre, on a deux expériences antérieures au Front National, de gens qui ont essayé un peu de faire quelque chose. Il s'agit de Joël Villemotte dans le Nord, et il s'agit également, dans une moindre mesure, de Pierre Bernard à Montfermeil. Alors, est-ce que précisément vous, votre staff ou nos trois élus ont un peu planché sur ces expériences pour en tirer une expérience? Sûrement. Mais en plus, notre combat pour le respect de la préférence nationale en faveur des Français n'a pas cessé. L'argumentation selon laquelle celle-ci serait illégale est totalement fallacieuse. Elle s'appuie, dit-on, sur la loi Pleven, laquelle est une loi en quelque sorte d'adéquation à une législation internationale votée à minuit et demi alors qu'il y avait 4 députés en séance. Cela ne correspond à aucune réalité politique. Et puis encore une fois, ce sont les électeurs qui font la loi. Ce sont les Français en France qui font la loi. Et il s'agit là, n'en déplaise à M. Duhamel, Olivier, ne pas confondre avec les autres, oui. Ils ont chacun leurs caractéristiques, mais tout de même celui-là a atteint, c'est lui qui atteint les degrés de l'ignominie, n'est-ce pas? Et la Constitution elle-même organise la préférence nationale, puisque ce sont les Français qui sont électeurs. Ah, bon. Et que la fonction publique est elle-même discriminatoire. Toute la vie est discriminatoire. Si je veux entrer au comité central du RPR, on va m'interdire la porte. Je serai donc discriminé. Et si je veux aller Vous êtes candidat? Comment? Je ne suis pas candidat, mais si je veux aller déjeuner au golfe de Saint-Cloud, eh bien, n'étant pas membre, on m'en refusera l'entrée, etc., etc., etc. Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant à la politique depuis l'avènement de M. Juppé, et notamment à aux récentes dispositions du collectif budgétaire, parce que ça, c'est un sujet dont je sais qu'il vous est particulièrement cher. Il me revient un petit souvenir. Là, Monsieur Mouton, il avait appliqué la préférence nationale pour le logement, vous savez, à Pierre-Latte, dans la Drôme. Eh bien, il avait été condamné sur poursuite des autorités, et il avait démissionné, et il avait été triomphalement réélu. Par conséquent, la bataille pour la préférence nationale, le Front National va l'engager à la rentrée par une grande opération dont je vous réserverai bien sûr la primeur, n'est-ce pas, si vous m'invitez de nouveau à la rentrée, et une véritable adresse au peuple français pour qu'il défende lui-même ses droits tant qu'il en a encore la possibilité. Bien, ça c'est un scoop. Le grand sujet de rentrée donc du Front, c'est la relance, ou le maintien en tout cas, du combat pour la préférence nationale. Oui, mais sous des formes nouvelles et mobilisatrices. Alors, vous voulez bien parler de Juppé? Oh, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez du personnage en soi, parce que vous le connaissez un petit peu? Moi, je crois qu'il est parfaitement décrit par une confidence qu'il a faite de lui-même en disant « Quand j'étais petit, maman me grondait quand j'étais deuxième. » Bon, par conséquent, tout l'homme est dans cet aveu. Il y a un de ses amis qui disait c'est le seul Landais qui ne connaît pas la forme d'un ballon de rugby. Oui, c'est possible. Et Monsieur Juppé est sûr de lui. Est-ce qu'il est dominateur? Très méprisant à l'égard des autres, ses amis d'abord, et de ses adversaires encore plus. Et il en a témoigné chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Alors sûr de réussir, nous l'attendons avec une certaine ironie, car si nous en jugeons d'après les premières mesures du gouvernement, on peut être assuré que s'agissant de la bataille
engagée contre le chômage, elle est perdue d'avance et qu'elle va se traduire par une déroute. D'ailleurs, déjà, Monsieur Séguin commence à se frotter les mains, qu'il a larges et épaisses, n'est-ce pas, en espérant être celui qui fera la deuxième opération en direction du mur. Il paraît qu'il dit que ça va trop vite, Séguin. Je me suis laissé faire cette confidence. C'est vrai qu'il n'est pas très rapide. Non, mais oui, il trouve que il avait prévu que Chirac lui donnerait Matignon vers le début de l'année prochaine, et il pense maintenant qu'ils vont être obligés de lui coller Matignon à la rentrée, et il dit que ça va trop vite. Il prend ses désirs pour des réalités, là. Bon, mais plus sérieusement, sur le projet tel qu'il est présenté, de collectif budgétaire, d'abord, on peut noter une chose, c'est que le collectif budgétaire se traduit par une augmentation des impôts. Or, rappelons l'analyse du front sur les causes du chômage. Fiscalisme, libre-échangisme international, immigration. Tant qu'on ne touchera pas de façon directe et ferme, énergique, à ces trois causes, il n'y aura pas d'amélioration de la situation du chômage, mais au contraire, une dégradation continuelle que l'on pourra masquer par des artifices comme l'ont fait tous les gouvernements qui se sont succédés. On fera des plans, on fera des contrats, on fera des accords, on fera tout ce qu'on voudra, mais si on ne touche pas aux causes, on ne réduira pas les effets. Et comme la situation s'aggrave dans chacun de ces secteurs, et tout spécialement dans celui de la fiscalité, ou bien alors, c'est l'autre aspect du projet de budget, c'est que on va couper des crédits dans des secteurs où déjà on est au bord de la misère, ou même on a franchi les bornes de la misère, en particulier dans le domaine militaire. On ne peut pas maintenir une politique militaire à partir au-dessous d'un certain seuil de crédit. Eh bien, ce seuil va être franchi. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que M. Millon a été choisi, à cause de, d'abord, son incompétence militaire notoire, et ensuite parce qu'on sait que à cause de cette incompétence, il aura l'échine souple. Nicolas Miguet ? Oui, justement, au point de vue militaire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France a les moyens de sa défense, et est-ce que vous avez approuvé la reprise des essais nucléaires, qui a été l'un des premiers actes présidentiels du président Chirac? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine de la marine et dans le domaine donc, des capacités d'intervention à l'extérieur, nous avons besoin donc de matériel, de commandes de matériel immédiat en nombre largement supérieur, au contraire de ce qui est fait aujourd'hui? Il est évident que la France n'a pas les moyens militaires de sa politique. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours inquiété dans les rodomontades et les bravacheries diplomatiques des gouvernements français qui se sont succédés, et de celui-ci. Il faut savoir qu'en envoyant la force rapide en Bosnie, la France envoie tout ce qui lui reste. Après cela, il n'y aura plus rien. L'essentiel de ces forces professionnelles étant stationnées à l'extérieur de la métropole, et l'armée française et la marine, l'aviation ne sont plus en mesure de remplir la mission fondamentale qui est la leur, à savoir la défense du territoire national. Mais existe-t-il encore un territoire national dans On a le droit de se poser la question. N'est-ce pas? Est-ce que c'est légal? Puisqu'il n'y a plus de frontières, est-ce que c'est légal de défendre le territoire national? Est-ce que je ne vais pas être l'objet de la LICRA ou du MRAP ou de je ne sais quelle loge, parce que nous aurons défendu quelque chose qui est, par les traités internationaux, devenu illégal? C'est la préférence bosniaque. Oui, j'ai dit pendant la campagne électorale, j'ai été le seul à consacrer 2 discours à la politique militaire de la France pendant la campagne présidentielle. Et j'ai dit que la France ne pourrait avoir une puissance militaire digne d'elle et surtout à la hauteur des risques qui ont toujours menacé notre pays et qui continueront de le menacer demain, qu'il fallait consacrer au moins 4 à 5% du PIB, du PNB, pour reconstituer
un instrument militaire crédible. Alors j'ai approuvé, non pas la reprise, la décision de reprendre, parce que, connaissant M. Chirac, on peut craindre qu'il y ait loin du discours d'annonce médiatique de la reprise et de la reprise de fait. C'était un de mes points de mon programme. Il est absolument indispensable que la France maintienne son potentiel nucléaire, et ce potentiel nucléaire, évidemment, est évolutif. On a besoin de faire ces essais, ne serait-ce que pour qualifier les fusées qui sont à mettre sur nos sous-marins. Parce que sans ça, ça ne sert à rien de construire des sous-marins nucléaires si on n'a pas qualifié les fusées et les engins nucléaires qu'ils portent. Bon. Et par conséquent, rien que pour cela. Et puis, pour l'avenir, pour atteindre le stade de l'assimilation, il faut faire un certain nombre d'essais en vraie grandeur, qui sont d'ailleurs sans danger, sans risque. Mais cela, c'est politique, ce n'est pas technique en fait, c'est politique. Il faut une volonté politique de tenir tête au lobby des possédants de l'arme nucléaire. Hein. Est-ce que nous aurons la capacité de le faire? Je ne crois pas. Alors, en plus, je critique alors en revanche très fermement la position du président de la République qui consiste à payer cet avantage positif d'un élément négatif, c'est-à-dire la suppression du système d'armes du plateau d'Albion, parce que s'il est vrai que le système d'armes du plateau d'Albion est militairement et technologiquement dépassé dans la concurrence avec les grandes puissances nucléaires, il n'en reste pas moins qu'il reste encore très performant à l'égard des pays éventuellement agresseurs du flanc sud, n'est-ce pas, les pays de la nouvelle menace, qui eux ont pratiquement tous des moyens d'amener des engins sur notre territoire par des tirs de fusée. Eh bien, je crois que, au moins à l'égard de ces puissances-là, qui sont des nains militaires, mais qui peuvent être des nains militaires dangereux s'ils conjuguent leurs efforts, l'armement du plateau d'Albion reste encore performant. Martin Pelletier? Oui, pour continuer à examiner le budget de Juppé, est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement que sa politique économique est finalement cohabitationniste? Non pas qu'il cohabite avec un président qui est maintenant de sa couleur, mais qu'il continue à cohabiter avec le libre-échangisme mondial et avec surtout l'immigrationnisme avec ces deux choses, c'est-à-dire libre-échange et immigration, il ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait. Il continue à cohabiter. Oui, mais plutôt moins brillamment que d'autres, à la limite. Il n'y a aucun changement. Et j'ai trouvé particulièrement scandaleuse la déclaration dans laquelle il condamne, dans laquelle il considère que l'état du budget passé est calamiteux. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Alors qu'il était un des ministres les plus importants du gouvernement. Oui. Et que c'est la majorité chiracienne qui soutenait cette politique-là. Mais il faut dire que ça, c'est une attitude qui se généralise dans ce gouvernement. Enfin, parmi ces gens-là, on voit M. Juppé qui dit comment, mais je m'aperçois que le gouvernement auquel j'appartenais a tenu pendant des années une politique économique calamiteuse. M. Tibéri qui dit, mais qu'est-ce que vous m'apprenez? Est-il possible que pendant tant d'années, la mairie dont j'étais le premier adjoint ait couvert des malversations d'une pareille ampleur sur le plan des logements HLM de la ville de Paris? Enfin, c'est des gens qui découvrent tous les jours une abomination supplémentaire. C'est vrai, mais permettez-moi une réflexion là. Il ne faut pas que les électeurs et auditeurs prennent la proie pour l'ombre, ou plutôt l'ombre pour la proie. Les projecteurs de l'actualité sont braqués sur les magouilles touchant la distribution prébandière des HLM. Mais ça n'est pas à ce niveau-là que se font les énormes détournements de fonds. C'est à l'échelon de la construction, de la réparation, de la gestion du patrimoine immobilier de la ville de Paris. C'est là que ça se situe. N'est-ce pas? Et on parle beaucoup actuellement des tours de passe-passe à l'échelon de l'attribution, mais j'espère que le parquet de la République, qui stoppe actuellement le zèle des juges, va les laisser faire leur métier.
Autrement, nous dénoncerons les entraves faites au déroulement de la justice par les pouvoirs politiques. Oui, des questions d'auditeurs, Oui. Victorien. Alors, le nom de l'artiste que M. Jean-Marie Le Pen cherchait est Michel Boujna. Voilà. Nos lecteurs, Mais nos auditeurs voilà, savent tout. ils sont en telle symbiose politique, communauté de pensée qu'ils ont compris sans même que je le dise. Alors, beaucoup de gens m'ont parlé de la rupture du jumelage des villes européennes avec les villes qui sont maintenant dirigées par un maire Front National. Ils ont été troublés. Qu'en pensez-vous? Écoutez, la seule ville pour l'instant qui est rompue, je crois que c'est avec Toulon, C'est Liège. c'est Liège. Qui est une ville, qui est probablement la ville d'Europe la plus vilainement corrompue. Je publie, je m'excuse de citer, mais dans le libre journal qui sort demain, après-demain, un papier, un petit papier envoyé par un ami belge qui nous explique que Liège est probablement la ville la plus crapuleusement corrompue que l'Europe ait connue depuis 50 ans. C'est normal, Avec assassinat. c'est normal, c'est socialiste. Hein, une fois. Ils ont jeté un peu loin le bouchon. Alors en revanche, il y a 6 conseillers municipaux de Liège qui ont fait le voyage en voiture pour venir assister à l'élection de Jean-Marie Le Chevalier. Alors ceux-là ont racheté les autres. Et puis il y a un certain nombre, et ma foi, Maire de Palerme. il y a le maire de Palerme, élu du Rété, n'est-ce pas, un mouvement anti-mafia, qui a écrit une lettre à Jean-Marie Le Chevalier pour lui offrir une collaboration à l'échelon européen. Et puis, c'est ce qui, je pense d'ailleurs, a fait taire l'ensemble des médias sur le sujet. La vérité est venue d'Israël et la ville jumelée avec Orange, je crois, a fait savoir que pour sa part, elle resterait jumelée avec Orange, considérant que les jumelages n'étaient pas faits entre les hommes, mais entre les villes. Immédiatement d'ailleurs, la vague... Le tam-tam s'est apaisé. Oui, la vague s'est apaisée. La vague a reflué. Quelle est l'opinion de Jean-Marie Le Pen au sujet du refus d'amnistier les personnes qui ont récité leur chapelet devant des avortoirs? Ça, je dois dire, passez-moi le mot, pain béni pour les électeurs de M. Chirac et de M. Juppé, de M. Toubon et de quelques autres, s'il en est parmi eux qui considèrent que l'avortement industriel est un crime contre la vie, n'est-ce pas? Car une loi d'amnistie, c'est une loi d'oubli des fautes. Elle ne se prononce même pas sur le caractère de ces fautes. Simplement, il y a un certain nombre de citoyens qui ont péché contre la loi, si injuste que soit la loi, peut-être, et en guise de joyeux avènement, le président de la République, parce que ça n'a pas d'autre raison d'être, hein, le président de la République, et puis il faut bien quand même libérer un peu les prisons qui sont pleines, pas archi pleines, alors on fait une amnistie générale, dont sont exclus, je crois, que les faits touchant au racisme des citoyens français, Au soi-disant. imputés aux citoyens français, et puis donc aux manifestations anti-avortement. Je crois là que les électeurs de M. de Villiers, qui ont été appelés par celui-ci à apporter leur voix à la candidature de M. Chirac, eh bien, auront été floués. Nous le disions dès lors, eh bien, voilà maintenant qui est prouvé. Il faut ajouter que ce n'est pas, c'est pas un coup de hasard, ce refus d'amnistie, puisque le même jour, 3 militants de la cause de la vie ont été pour la première fois condamnés à des peines de prison ferme, à 3 mois de prison ferme. C'est-à-dire que dans ce pays, le jour même où on a pris la décision de faire sortir des prisons quelques milliers de voleurs, d'agresseurs, de petits truands, de violeurs, etc., on prend la décision d'envoyer en prison 3 personnes qu'on appelle d'ailleurs d'une façon absolument ignoble des commandos anti-IVG, alors que ce sont des gens qui vont tout simplement dire des chapelets dans les couloirs des cliniques d'avortueurs. Et je trouve que c'est tout à fait significatif. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est pain béni et que les gens qui ont fait confiance à M. Villiers et à M. Chirac, au motif que par exemple en 84, on me communique ça, M. Chirac disait
J'ai observé que petit à petit, au lieu de mettre en valeur tous les moyens que l'on avait prévus pour dissuader les femmes d'avorter dans toute la mesure du possible, on a au contraire mis en œuvre une pratique qui permettait de considérer que l'avortement était une chose banale, normale, ordinaire, et on a achevé cette évolution en considérant que l'avortement devait être remboursé par la sécurité sociale. Je dis attention, je suis tout à fait défavorable au remboursement de l'IVG par la SS, sans aucun plafond de ressources de surcroît. C'est M. Chirac qui disait ça. Les imbéciles qui ont cru que M. Chirac disait la vérité. Non, en 1984. Novembre 84. C'était un mensonge gratuit. Il a tellement l'habitude de mentir qu'il ment même gratuitement quand ça lui rapporte rien. Les gens qui ont cru qu'il disait la vérité savent à quoi s'en tenir aujourd'hui. Alors, messieurs les journalistes, pouvez-vous publier la liste des députés ayant refusé d'amnistier les commandos, les soi-disant commandos anti-IVG, comment dites-vous, Martin, les opposants pacifiques à l'avortement. IVG comme interruption volontaire de grossesse, c'est tout de même amusant, c'est comme mot, parce que interruption, ça veut dire qu'on peut reprendre. Donc je suppose que tous les fœtus avortés peuvent revivre d'après cette terminologie. Bien sûr on va la publier. Mais la question n'est pas tellement de savoir quel député a fait ceci ou cela, on peut le publier. Mais c'est vrai que la responsabilité, c'est le Premier ministre, c'est le Président de la République. Nicolas Miguel ? Oui, dans le quotidien de Paris, très prochainement, vous aurez une interview du défenseur de ce qui est improprement appelé des commandos, qui sont tout simplement effectivement des gens qui ont des convictions, qui sont certes une minorité à avoir le courage de les exprimer, et qui, au mépris donc de leur liberté, puisqu'actuellement ils sont emprisonnés, pour pouvoir donc exprimer leurs convictions religieuses, qui sont tout à fait respectables, car dans ce pays, d'avoir des convictions religieuses catholiques, de mettre un petit peu sa vie au bout de ses idées, est plus que respectable. J'ajoute, c'est pas seulement des convictions religieuses en la matière, c'est des convictions humaines. Humaines. Un auditeur a assisté à la fête du CNC et n'a rien vu de ce qui se dit sur les médias ou autres, chemise brune, brassard, etc. Ce fut une ambiance formidable, mais on a été triste pour l'affaire des 2 militaires du contingent. Est-ce que vous pouvez en parler ? J'avais prévu de poser à Jean-Marie Le Pen une question sur cette affaire de Douai, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Des bandes arabes constituées en commando, en patrouille, nous dit la presse locale, en patrouille, ont traqué 2 soldats du contingent, appartenant d'ailleurs à la communauté néo-calédonienne, et en ont tué un et ont très grièvement blessé un deuxième. Alors ça, c'est un phénomène courant, ça arrive très, très souvent, on sait, mais ce qui est extraordinaire, c'est le silence absolu, la censure totale qui a été exercée sur cette affaire. Mais ça, c'est une longue histoire. La politique qui conduit à la guerre civile en France est une longue histoire faite de recul, d'abandon. Un quartier immigré. Or, les immigrés ont fait savoir que le spectacle de cette armée, se promenant ainsi dans les rues, lui était scandaleux. Comme en pays conquis. Lui était scandaleux. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, l'autorité militaire a fait contourner la ville par les camions. Enfin, voilà. Bon, au bout de cela, il y a l'affrontement, il y a la guerre civile qui aura été mijotée, concoctée par les gouvernements de la République. Voilà. Quand l'État ne fait pas respecter son autorité, quand à toute occasion la prime est donnée aux violents, n'est-ce pas, sur les pacifiques, et aux étrangers sur les Français, surtout quand des étrangers sont des délinquants, on récoltera les fruits empoisonnés de cette politique. Jean-Marie Le Pen pourrait-il nous donner son avis sur les perspectives électorales futures, étant donné le nombre effrayant de naturalisations prononcées aujourd'hui ? Je bavardais à Bruxelles tout à l'heure avec M. Gendron, qui a été candidat à Roubaix, et qui d'ailleurs me faisait remarquer que Roubaix venait de sortir de la liste des villes de 100 000 habitants, puisque la ville de Roubaix ne cesse de perdre des électeurs, parce que ce sont les Français qui s'en vont, n'est-ce pas ? Et que le nombre des étrangers récemment naturalisés devient dans certains cas très important et sera dans certaines villes majoritaire. Alors la liste musulmane, arabe musulmane, qui se présentait à Roubaix, a fait déjà 4% des voix. Bon, ben dans un scrutin majoritaire où la droite et la gauche se tiennent de près, et ben dans beaucoup de villes,
cet électorat sera l'arbitre, n'est-ce pas? Et c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles on ne veut pas faire le scrutin proportionnel, parce que le scrutin proportionnel relativiserait les minorités. Alors, Georges Console, le candidat n'est pas un représentant d'un journal, il ne représente que lui-même, voilà. Alors, justement, Monsieur le Président, le Front National, ou enfin vous-même, le Front National peut être rejeté par pas mal de gens, parce qu'ils ont des raisons ou pas de raisons, mais vous-même, vous faites des amis, vous avez des gens qui voudraient vous rejoindre, et vous n'en leur donnez pas l'occasion. Vous voyez, les communistes, ils ont fait le plein. Ils sont communistes, non communistes, les communistes votent pour les communistes, c'est foutu, c'est fini. D'autres, c'est assez versatile, mais vous pourriez avoir d'autres voix. Seulement, vous voyez, là, maintenant même, vous venez de dire qu'il y a des Marocains qui sont français, et ce n'est pas votre discours. Je ne vous ai pas entendu, je vous entends à chaque fois que je le peux à la radio, à chaque fois que je peux à la télévision, mais je vous connais beaucoup par Serge de Bekèche, qui est mon ami, et qui me parle très souvent de vous. Je sais que vous n'êtes pas raciste du tout. Je sais que vous n'êtes pas pour stopper l'immigration légale. Je sais aussi que vous n'avez rien contre les émigrés qui ont enfin pris la nationalité française. Je sais que vous êtes complètement contre toutes sortes de nationalités ou toutes sortes d'individus qui s'installent. Et je vous remercie pour une chose. Vous êtes à peu près, je ne sais pas si vous n'êtes pas le seul, même autour de cette table, vous êtes le seul, quand vous parlez de la France, à dire la France. Les autres disent ce pays. Mais ce pays, c'est la France. Et vous êtes le seul, et je vous remercie, chaque fois que vous citez la France, vous dites la France. Parce que la France, c'est pas ce pays. Qu'est-ce que c'est ce pays? Ça veut dire quoi ce pays? Que ce soit le président de la République, que ce soit Juppé, que ce soit d'autres qui sont autour de cette table, parlent de ce pays. C'est pas n'importe quel pays, ce pays. Ce pays, c'est la France. Je dois dire que beaucoup d'auditeurs nous le reprochent. Me le reprochent. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour faire un effort? Alors on va se corriger. Bon, non, je ne suis pas là pour donner des leçons, tout ça. Mais je veux lui dire par là que monsieur le Président, monsieur Le Pen, est contre tout ce qui est illégal en France. Ça veut dire que ce soit un Français qui soit français de souche, mais qui se conduit illégalement, ou alors qui ne paye pas ses impôts, ou qui ne paye pas de taxes, ou qui vit absolument comme n'importe quel rat d'égout, il est contre ça. Mais il n'est pas contre les Arabes, c'est pas vrai. Il n'est pas contre les Juifs, c'est pas vrai. Maintenant, vous avez des tas de gens qui, par exemple, vous, monsieur, quand vous êtes arrivé dans votre là où vous avez été élu conseiller, mais c'est quoi? C'est parce que le message ne passe pas bien. C'est pas la faute des gens qui ne vous comprennent pas. C'est votre faute. Vous ne donnez pas un bon message de ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas. Je citais Évreux, je ne suis pas conseiller municipal à Évreux. J'ai vu. Je dis que M. Le Pen ne donne pas le bon message de ce qu'il est réellement. Bon, alors, je dirais que c'est très difficile quand on est attaqué de tous les côtés, quand on est victandé, quand on est injustement massacré comme M. Le Pen l'est. C'est très, très difficile de garder son calme et de ne pas soi-même recourir aux extrêmes. Mais s'il y a autant de gens qui ne vous comprennent pas, je crois que c'est parce que vous ne leur parlez pas comme ils voudraient l'entendre. Car il y a beaucoup de gens qui voudraient peut-être vous rejoindre. Je suis un des premiers. J'ai voté Chirac et je suis parmi vous. Mais j'ai voté Chirac parce que depuis des années, je suis chiracien. Je ne suis pas RPR. Je ne suis d'aucun parti. Mais Chirac, depuis des années, c'était mon modèle. Je l'ai dit une fois ici, on s'est moqué de moi parce que j'ai dit il est né le même jour, il a le même âge, il a à peu près le même comportement devant des situations. Bon, c'est un type qui me plaît, je l'ai aidé. Je l'ai aidé, quoique quand il est arrivé aux dernières présidentielles, déjà, il me plaisait un petit peu moins parce qu'il avait quitté sa ligne de conduite, mais on n'abandonne pas quelqu'un au dernier moment, et j'ai donc voté Chirac. Mais maintenant, ce Chirac-là, qui nous avait promis tant de choses. La première chose qu'il fait, c'est de nous augmenter la TVA. La deuxième chose qu'il fait, c'est encore d'augmenter quelque chose. Et la chose, qu'est-ce qu'il laisse faire? Il laisse faire M. Juppé dire qu'en 62, en 96 ou en 97, il y aura 700 000 chômeurs de moins qu'aujourd'hui. Mais combien il y aura de plus de demandeurs d'emploi à ce moment-là? Ça, il ne le dit pas. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et je n'ai pas voté, moi, pour qu'on me jette de la poudre aux yeux. Parce que je ne suis pas n'importe quel électeur.
J'ai un bateau en Afrique sur lequel je reçois 50 clients par semaine. Les gens croient volontiers que c'est le bateau de Chirac, parce que je ne parle que de Chirac, de Chirac, de Chirac. Et maintenant qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse faire ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça, c'est pour Chirac, mais il n'est pas là. Mais là, M. Le Pen est là. M. Le Pen, je regrette de vous dire que beaucoup de gens, des Arabes, des nègres, je vis dans un pays de nègres, je suis au Sénégal, et les nègres au Sénégal, c'est pas péjoratif, hein, du tout. Bon. Eh bien, il y a des nègres dont vous êtes le symbole. Il y a des nègres dont vous êtes le modèle, qui disent, mais nous, ici au Sénégal, on en a marre des Maliens, des Guinéens, de tout ce qu'on veut, qui viennent, qui rentrent dans notre pays, qui ne payent pas d'impôts, qui s'installent, qui prennent nos maisons, et on ne fait rien parce que le gouvernement... Vous êtes un modèle dans certains cas-là, et dans beaucoup de gens que je connais, et je ne connais pas les moindres. Je connais le président de la République sénégalaise, je connais des ministres sénégalais, je connais beaucoup de gens au Sénégal, et vous êtes un des modèles. Malheureusement, le langage, il ne faut pas incriminer les gens qui ne vous comprennent pas. Vous ne parlez pas le langage qu'il faut, je suis désolé de vous le dire. Vous êtes en train de parler de racisme, et vous n'êtes pas raciste, je vous connais. Vous êtes venu chez moi, vous avez vous avez dîné avec un noir, un nègre, un évêque qui a dîné à côté de vous. Il est parti enchanté de vous avoir... Pourquoi? Alors, donc, ça veut dire... c'est une question qui vient souvent, ça, cette question, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que le langage que vous tenez est adéquat au message que vous voulez faire passer? D'abord, est-ce que mon langage, sauf quand il est en direct à la télévision ou à la radio, est-ce qu'il est bien rapporté? Est-ce que mes déclarations sont bien rapportées telles qu'elles sont? Je ne le crois pas. Bon, je veux dire une chose. Moi, je ne suis pas raciste. C'est-à-dire que je n'éprouve aucun sentiment d'animosité, ni même de supériorité à l'égard de gens qui n'ont pas la même race que moi. Et j'en ai témoigné dans la politique. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont des sentiments pour l'estrade et qui dans la vie ne se conduisent pas comme ils parlent. Bon. Moi, il se trouve que les gens qui travaillent chez moi sont des Noirs depuis 12 ans. Donc, ce sont ceux qui élèvent mes petits-enfants, etc. Et si j'étais raciste, eh bien, je ne pratiquerais pas ainsi. J'ai été le premier, à ma connaissance, quand j'ai été élu député, je le répète, j'ai dit plusieurs fois, mais mon deuxième de liste était un Martiniquais, hein, qui était d'ailleurs héros de l'Union soviétique et anticommuniste. C'était l'aviateur, le chasseur, pilote de chasse Roger Sauvage. Bon, j'ai été le premier Français à présenter la candidature d'un arabe aux élections législatives à Paris en 1957. J'ai été l'un des premiers à avoir des élus arabes et juifs et noirs. Et j'en ai encore aujourd'hui. Mais à cela on dit, ah oui, mais ça c'est le bon juif de Le Pen, c'est le bon arabe de Le Pen. Ce n'est pas significatif. Alors je voudrais rectifier quelque chose que vous avez dit, car ce n'est pas exact. Vous dites que je ne suis pas contre l'immigration légale. Si, je suis contre la politique, la continuation d'une politique d'immigration légale. Pourquoi? C'est parce que la France n'a pas besoin d'immigrer. La France en a déjà trop, et on a été beaucoup trop libéral, on a beaucoup trop accepté d'immigrés dont la France n'avait pas besoin. Je ne parle pas de cas individuels très particuliers, soit de gens réellement persécutés sur le plan politique, soit de gens ayant témoigné à l'avantage de la France et qui souhaiteraient venir dans notre pays. Ils peuvent venir comme étrangers. Si la qualité qu'ils ont est nécessaire à notre pays, étrangers dans notre pays, ils seront traités normalement. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des étrangers. Je suis contre le fait que l'on traite mieux les étrangers dans notre pays que les Français eux-mêmes. Et je suis contre la politique d'immigration menée depuis 1974, parce que depuis 1974, on savait que nous avions atteint le seuil de 1 million de chômeurs. Or, on ne doit pas laisser entrer de travailleurs étrangers dans un pays quand les Français eux-mêmes n'ont pas de travail. Mais ceci n'a strictement rien de raciste, parce que je l'oppose aussi bien à des Roumains ou des Polonais ou à des Russes qu'à des Algériens, d'une part, et d'autre part, je défends nos Martiniquais, nos Guadeloupéens, nos Réunionnais, je défends nos nationaux
quelle que soit leur couleur ou leur religion, sans problème. Et ceci est un mensonge qui est constamment répété par les médias, constamment. C'est une technique de subversion de la politique, mais encore une fois, je répéterai aussi longtemps qu'il le faudra, et je ne fais pas un seul discours depuis 20 ans et plus sans dire je n'en veux pas aux immigrés, j'en veux aux politiciens français qui ont permis cette politique-là. Je voudrais ajouter un exemple personnel. Je donne la parole tout de suite à Martin Pelletier. Une anecdote. Hier, j'ai rencontré un jeune médecin tunisien qui travaille dans un service hospitalier très important et qui me disait que les dispositions législatives qui ont été prises récemment concernant les médecins étrangers en France font que dans ce service, il y a un certain nombre de médecins qui vont être obligés de partir au mois de novembre. Et il me disait, nous sommes 48 dans le service, quand la loi aura été appliquée, il restera 3 médecins français. C'est-à-dire qu'on est arrivé à provoquer une situation où, d'ici quelques mois, novembre, il va y avoir un des services les plus importants, d'un des plus importants hôpitaux français, parisiens en tout cas, qui va se retrouver sans personnel, parce qu'on a créé cette situation. Alors, en développant la politique d'immigration délirante qui a été développée depuis pratiquement un demi-siècle, on en arrive à cette situation, c'est que les remèdes vont créer des situations qui sont pires que le mal. Martin ? Oui, la désinformation qui vous frappe est massive et constante, et moi je toujours on la dénonce dans nos journaux depuis 12 ans. C'est un fait qu'elle est déterminante dans la déformation du message que vous délivrez. Mais je reprends comme un tout petit peu la question de notre ami. Est-ce que vous n'en êtes pas de temps en temps vous-même responsable d'une partie de cette déformation? Je vous donne un exemple récent. À quoi a servi le fait d'appeler Patrick Bruel de son nom? C'est son nom, Benguigui, mais quelle était votre intention? Est-ce que ça ne prêtait pas le flanc à ce qui a tout de suite suivi, c'est-à-dire l'accusation d'antisémitisme, patati patata? Je crois que ce qui a provoqué l'agression de M. Bruel n'est pas lié à la pratique de son métier. Mais il a eu une réaction, il s'en est expliqué à plusieurs reprises, il a contre moi une réaction raciale. C'est clair, mais est-ce qu'en citant son nom, vous n'avez pas, enfin, laissé supposer que vous-même de votre côté... Pas du tout, j'ai dit, quand j'ai fait à la conférence de presse, j'ai dit, le chanteur Bruel, le citoyen Benguigui, lui, parce que quand il va voter, il vote pas comme Patrick Bruel, il vote comme Maurice Benguigui. Bon, j'ai dit, le citoyen Benguigui, lui, a le droit d'exprimer son opinion, le chanteur Bruel, lui, ne doit s'adresser qu'à ses clients. Puis je crois qu'il y a un moment où on est excédé par cette espèce d'attitude constamment, d'interdit constant qui pèse sur certaines questions. Et on finit par dire, eh merde, eh ben, moi je le dis, puis voilà. Non, en tout cas, moi c'est mon attitude. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Chacun son. Tu connais bien le dicton qui dit, peu importe qui tu es, l'essentiel c'est comment tu es perçu. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, on le sait depuis tout le temps. Monsieur Le Pen ne peut pas se laisser aller à dire ça. Il ne peut pas. C'est sûr qu'il est crucifié. C'est sûr qu'on lui plante les derniers coups dans les mains. C'est sûr qu'on lui a planté des coups dans les pieds quand on lui a fait ce qu'on lui a fait et ce qu'on lui fait à longueur de journée, qu'à longueur de soir, comme j'ai vu hier les guignols de l'info. Mais c'est innommable ce qu'on lui fait. Mais lui, c'est un surhomme. Lui, il ne peut pas se laisser aller à ça. Surhomme. Et il vote Chirac en plus. Jean-Marie Le Pen, il est désespéré. Jean-Marie Le Pen, une question. Vous ferez 25% le prochain coup, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs de Jacques Chirac qui vont voter. Moi je crois que c'est ce qui est en train de se développer, c'est évident. Et c'est de ça que je voudrais parler aussi. Maintenant, on va avoir 2 ans et 9 mois, je crois, sans consultation électorale. Or, ça, on ne sait pas. Oui, enfin, le calendrier prévoit. Voilà, le calendrier prévoit. Mais il y a un certain nombre d'hypothèses. D'abord, le président est un homme comme les autres, et bien qu'on doive calculer normalement sur un septennat normal, mais enfin, il n'est pas interdit de prévoir éventuellement soit sa démission, soit sa disparition. Bon. Donc une élection présidentielle pourrait toujours se produire de façon inopinée. Mais une élection législative aussi. Ce n'est pas parce que l'Assemblée est massivement majoritaire, n'est-ce pas, que la situation du pays ne puisse conduire le président de la République à la dissoudre pour permettre au pays de s'exprimer et pour peut-être procurer une
détente, d'une situation qui se serait tendue exagérément sur le plan social, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, donc nous préparons, dans le cadre du calendrier, à faire ce qu'il faut, hein, pas de problème. Mais nous avons toujours ce que nous appelons nos plans hors sec, c'est-à-dire des dossiers. Par exemple, on a un dossier dont on a préparé récemment, là, en faisant comment dirais-je, l'analyse de la campagne électorale, l'autocritique de la campagne électorale présidentielle. On y a consacré une journée entière, mais au fur et à mesure, on établit le dossier de ce que devrait être une campagne électorale de 4 semaines si jamais le président de la République démissionnait ou disparaissait inopinément. Bon, elle est prête, elle est dans un tiroir, on a déjà les ordres, les maquettes, etc., tout cela. Bon, une petite modification et ça marcherait. Et nous allons faire un travail en profondeur pour réformer nos fédérations. Les dernières consultations ont prouvé qu'il y a un certain nombre de responsables qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Il y a des insuffisances d'effectifs. Nous allons essayer de remédier à tout cela par un remaniement d'ailleurs de notre structure. Nous allons, et des personnels, nous allons faire un effort de rénovation et d'adaptation à la situation actuelle. Nous allons privilégier des modes de communication nouveaux et modernes de façon à ce qu'aux prochaines élections, nous soyons un élément déterminant de la vie politique française. Voilà. Il y a une question que je crois qu'on n'a jamais posée, c'est celle de la relation entre le nombre des militants et le nombre des électeurs, des votants. Quelle est la situation du Front, d'après ce que vous en savez, dans ces proportions par rapport à des partis comme le RPR, comme le Parti communiste? Écoutez, je crois qu'on est dans l'ordre de rapport de 1% de militants par rapport à... 1 militant pour 100 électeurs. 1 militant pour 100 électeurs, ce qui est bien évidemment très insuffisant. Et ceci tient au fait que, d'abord l'adhésion coûte de l'argent, ensuite les gens éprouvent toujours une certaine réticence à s'engager d'une façon claire, craignent que cet engagement leur vaille des représailles. Et moi, je crois que nous allons faire maintenant, parce que je pense que le mouvement ne l'a pas assez fait. Et ça, je fais moi-même mon autocritique. Dans mes discours, je devrais à chaque fois lancer un appel à l'adhésion. Parce qu'un mouvement vaut par son implantation et par son organisation et par sa vitalité militante. C'est la force du Front National par rapport à ses concurrents, et cette force est insuffisante, et il faut que le mouvement la développe, et il faut que les électeurs du Front National ou les sympathisants fassent l'effort d'adhérer et de venir participer à la vie des sections. C'est quelquefois difficile, mais on peut apprendre beaucoup de choses. Et je lance surtout un appel à tous ces gens qui sont retraités et qui bien souvent ont perdu un but dans la vie, pour leur dire que la politique, c'est quand même l'activité la plus noble, et que je peux en témoigner par tout ce que je vois autour de moi, et par mon exemple même, puisque moi j'ai l'âge de la retraite, n'est-ce pas? Eh bien, que la politique, ça rajeunit. D'ailleurs, le don de soi, ce qu'on fait pour les autres, généralement, ça vous rajeunit, et ça vous permet d'avoir un but, un noble but dans la vie, et par conséquent, tous les gens, hommes ou femmes, qui sont retraités, et pas seulement eux, bien sûr, j'appelle aussi les jeunes à s'engager, mais ceux-là peuvent trouver dans la vie civique et dans la vie politique véritablement une raison de vivre particulièrement passionnante. Donc vous avez porté ce soir au moins 2 informations importantes dans la vie du Front National. La première information, c'est que vous envisagez une refonte, en quelque sorte, du mouvement dans ses cadres, dans ses fédérations, sur la base de l'expérience acquise lors des dernières consultations électorales. La deuxième, c'est que vous envisagez un renouvellement de l'action sur le thème de la préférence nationale pour la rentrée. C'est les 2 grands sujets de rentrée. C'est ça, et ça fait déjà beaucoup de travail sur la planche. Je crois que Nicolas Minguet voudrait vous poser, avant que vous ne partiez, une question, si elle est courte et si on peut répondre rapidement. Parce que... Vous avez présenté 25 000 candidats. Si vous aviez eu plus de militants, plus d'adhérents, vous auriez peut-être été plus présent. Il y a beaucoup de villes où vous avez fait plus de 20% aux élections présidentielles et vous n'avez même pas pu faire de liste. Des villes parfois très importantes. Car c'est tout à fait étonnant de voir
comment j'ai pu voir et rencontrer un certain nombre de cas de dirigeants de partis politiques sur le terrain. Au RPR ou à l'UDF, ils n'ont pas de problème pour faire des listes. Au Front National, il peut y avoir 600, 800, 1000 électeurs dans une ville de 9000 habitants à peu près, et il y a parfois un nom, 2 noms, de connus comme sympathisants et même pas d'encartés. Nous avons même des villes où nous avons fait plusieurs milliers de voix, où nous ne connaissions personne. Alors c'est ces gens-là que nous voudrions, au moins une partie d'entre eux, connaître, et nous aimerions qu'ils se révèlent. Mais cette campagne municipale a permis d'aller au-devant des citoyens, et nous avons rencontré souvent beaucoup d'enthousiasme pour figurer sur nos listes de la part de gens avec lesquels nous n'avions strictement aucun lien. Merci Jean-Marie Le Pen. On vous libère puisque vous avez d'autres obligations et on vous retient pour la rentrée, pour confirmer ces nouveaux projets, ces bonnes dispositions. Je me tourne maintenant vers Nicolas Miguel parce que je voudrais qu'on parle quand même, puisqu'il nous reste quelques minutes, de cette aventure tout à fait incroyable, cette décision, enfin incroyable, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les lecteurs, mais en tout cas en tant que professionnel, je suis abasourdi par l'audace d'un journaliste. Vous êtes très jeune, vous avez une quarantaine d'années, j'imagine. 34 ans. 34 ans, bah alors, voyez, mais 15 ans, plus de 15 ans de carte de presse. Oui, c'est ça qui vieillit beaucoup. Et donc cette audace incroyable qui consiste à dire je vais lancer dans les pattes de l'institution qui tenait le monopole de cette information depuis je sais pas 30 ans, je vais lancer un journal pour le dimanche. Info Dimanche, le quotidien du 7e jour, parution dimanche prochain. C'est ça, tout à fait. Vous savez, moi je suis avant tout un homme libre. Quand j'ai repris le quotidien de Paris, tout le monde disait, d'abord il va se casser la figure, c'est impossible de relancer un quotidien national, etc. Et le quotidien de Paris marche bien. On préférerait avoir quelques milliers de lecteurs ou d'abonnés de plus, mais enfin ceci dit, vie et qu'on tourne, et on a réussi à réduire les frais, à sortir du livre CGT, on s'est bagarré avec succès. Et tous les jours, on sort une information différente, de bonne qualité, et de 16 pages, avec tout un rubrique complet pour 7 francs. Eh bien, pour Info Dimanche, c'est très simple. Je veux dire qu'il y a aujourd'hui une sorte de monopole, un quotidien national, un seul quotidien national du 7e jour, qui satisfait peut-être une clientèle, qui ne satisfait peut-être pas tout le monde. Et cette réflexion de marketing de base, plus ce savoir-faire qui est le mien, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes, comme Olivier Ray du journal But, qui a un gros savoir-faire sur la récolte d'informations sportives, nous permet donc de pouvoir relancer un quotidien du 7e jour, Info Dimanche, moyennant qui va être vendu 6 francs, 32 pages, très complet, avec des rubriques sportives, des rubriques sorties, des rubriques politiques, etc., etc., et qui va pouvoir avoir un petit ton quand même très largement différent par rapport aux autres. D'abord, il est plus joli, il est plus chouette, en quadrichromie, il est d'un format tabloïd, c'est-à-dire donc un format beaucoup plus agréable pour pouvoir donc le feuilleter. Même si on a peut-être un peu plus de temps le dimanche, on n'est pas obligé donc d'avoir des bras si larges pour pouvoir avoir 1,50 m d'envergure. Eh bien, ce qui est nécessaire pour un très grand format de journal, Info Dimanche sera, je pense, un excellent journal pour beaucoup de lecteurs qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la presse du dimanche. Alors, avant de donner la parole à la DG, je vais jouer... C'est très rapide, c'est pour savoir si vous avez une préférence sportive, parce qu'on parle de préférence nationale, parce que je vois que votre œil est quand même très ciblé sur on a un supplément pour l'Ouest, puisque vous avez deux auditeurs sur l'Ouest de la France, un supplément qui sera donc mis en place avec le premier numéro qui sera sur les équipes spéciales football breton, les équipes bretonnes, mais il sera diffusé uniquement dans l'Ouest, et il y aura effectivement un certain nombre d'équipes, notamment Nantes, qui sera mise en valeur. Il faut dire que ce qu'ADG regarde, c'est le supplément sportif du numéro 0. Moi, j'ai le numéro 0 ici. C'est pas un journal. C'est pas bon. Bosnie, au bout du délire. Alors, je voulais dire, je vais jouer les journalistes procureurs, comme on fait à la télévision maintenant, que c'est très à la mode. Et puis en même temps, je vais poser une question qui me paraît... Ils ont des chapeaux. Oui, c'est pour ça que tu es venu. C'est Martin Pelletier qui a dit que les Bretons avaient des chapeaux ronds. C'est pas bon, c'est le genre d'information qu'il y a dans National Hebdo. Non, ma question c'est d'où vient l'argent. Parce que Jean Madiran, de présent, a posé, je crois, la question, une fois pour toutes. En France, il est impossible de faire un journal libre, indépendant des forces de pression, des banques et de la publicité, et de vendre 8 pages, moins de 7 francs. D'abord, c'est très simple. Hein. Pour Info Dimanche, on a réuni d'abord le savoir-faire. Qu'on avait, moi-même, j'ai toute une structure avec le quotidien de Paris, qui est libre le samedi pour faire un journal du dimanche, donc il faut travailler le samedi, donc qui a permis donc d'éviter d'avoir à faire des investissements qui sont très lourds. Quand vous avez à investir en informatique, en moyens de publication assistés par ordinateur, etc. Donc on avait cette possibilité-là.
Olivier Ray a tout un réseau de correspondants pour faire son journal But qui paraît le mardi, qui est un excellent journal de football, ceux qui s'intéressent donc avec des suppléments des éditions régionales. Bon, Serge ne s'intéresse pas au football, mais certains, ADG visiblement est très motivé par le football. ADG, c'est un gros football, rugby et... D'ailleurs, il ne se sépare jamais de son ballon qui porte sous son pull vert. Mais tout dépend avec quoi il est rempli le ballon. Et mais visiblement, on nous a offert que de l'eau minérale donc autour donc de cette émission. Et pour revenir, donc il avait donc un réseau de correspondance qui permet donc d'éviter d'avoir à recruter un réseau qui existe déjà. Nous avons tous les fluides, c'est-à-dire donc l'agence France Presse, AFP, Reuters, etc. Enfin tous les systèmes de fabrication. Nous avons un associé ami imprimeur, et ce qui permet de réduire donc les coûts de façon donc importante. Et par ailleurs, un certain nombre d'associés donc qui est proche donc de notre état d'esprit, qui voient que c'est une entreprise qui a des faibles coûts, donc des possibilités de gagner de l'argent, ont apporté le financement. C'est aussi simple que cela. C'est quand vous avez une possibilité de rentabilité, vous aviez un projet de lancement d'un concurrent du journal du dimanche, moyennant un investissement de 300 millions de francs lourds. Comment voulez-vous rentabiliser 300 millions de francs lourds? C'est impossible. En revanche, dire, comme je le dis, qu'aujourd'hui on peut réduire les coûts de fabrication de la presse française, qu'on peut faire en étant mince, en étant des artisans, en étant des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup plus, en étant un petit peu de la mentalité de l'avant-guerre, c'est-à-dire où il y avait des journalistes qui faisaient des journaux et pas seulement des gestionnaires qui disaient on va compter les comptables, eh bien à ce moment-là, on fait des produits qui sont intéressants, donc qui se vendent et qui permettront donc d'avoir éventuellement une diffusion suffisamment large pour pouvoir vivre bien. Info Dimanche a vendu 6 francs, il fait 32 pages. C'est cela. Mais alors, donc le seuil de rentabilité, nous tirons à 200 000 exemplaires sur les premiers numéros et nous espérons que nous trouverons le journal dimanche entre 300 et 350 000 exemplaires. Nous pensons que nous vendrons 70 000, 75 000 exemplaires. Tout comme nous espérons trouver donc un nombre de lecteurs à peu près donc de cet ordre-là. L'obstacle auquel se sont heurtés tous vos prédécesseurs en dehors du monopole, c'est celui de la distribution. Vous savez, vous avez un réseau de distribution qui n'est que demandeur d'avoir justement d'autres journaux à distribuer. Pourquoi il y a peu de kiosques qui sont ouverts le dimanche? Parce qu'il n'y a qu'un seul journal. C'est-à-dire que quand vous avez donc une faible clientèle, plus vous offrez, plus vous aurez donc de diffusion. Nous aurons en plus du réseau, il y a 400 magasins de marchands de journaux ou magasins auxiliaires qui sont ouverts sur Paris contre 2000 en semaine. Et nous aurons, comme quasiment tous les journaux, le journal du dimanche peut l'avoir également, un circuit auxiliaire qui sera donc quelques points particuliers où se mettront 50 exemplaires, 30 ou 40. Nous aurons également aussi, donc de façon ponctuelle dans pas mal d'endroits de Paris, un peu de vente à la criée. Là encore, on a recruté une équipe d'étudiants, etc. Ce sont quelques dizaines, ou même si vous êtes intéressé, il suffit donc d'appeler 40 03 96 60, pour être candidat pour vendre à la criée Info Dimanche. 40 03 96 60. 40 03 96 60 pour vendre à la criée donc Info Dimanche qui permettra donc chacun avec son paquet de 100 exemplaires, avec son sac aux couleurs d'Info Dimanche, une casquette, un t-shirt, gagne de l'argent, gagnera bien sa vie, se permettra sur une matinée de gagner de l'argent. Vous dites combien? C'est très simple, le journal est vendu 6 francs et le vendeur à 3 francs par exemplaire vendu. Qui sera donc tout à fait rentable, c'est-à-dire qu'une matinée, on se fait 300 francs en vendant ses 100 exemplaires, avec un petit sourire, beaucoup de séduction et un bon journal, car ce sera un excellent journal à vendre, eh bien on trouvera très facilement 100 clients, et peut-être 150, et peut-être 200. Comment expliquez-vous que personne n'ait fait ça avant vous? Vous savez, je me lève tous les matins avec beaucoup d'enthousiasme et de courage, beaucoup de gens se lèvent le matin avec de la résignation. Je crois que c'est un petit peu la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. C'est que le matin, certains se lèvent en disant qu'est-ce qui va me tomber comme héritage et d'autres disent qu'est-ce que je vais construire. Il y a une question que pose un auditeur, c'est la question du bouclage, l'heure de bouclage, parce que ça c'est intéressant, notamment pour les gens qui aiment les activités sportives. Ne vous inquiétez pas, on attendra les prolongations. Donc on aura le dimanche les résultats des matchs du samedi, bien sûr, y compris les prolongations. Nous attendrons que, comme tout passionné, nous serons le pied devant notre ordinateur pour taper donc les derniers commentaires au fur et à mesure qu'ils vont se dérouler. Nous avons tous nos correspondants seront sur les stades et nous aurons les dernières pages sportives seront bouclées effectivement au fur et à mesure où les matchs s'arrêteront. Une toute petite critique. Pourquoi dites-vous que le dimanche n'est pas le 7e jour, c'est le premier de la semaine, nous dit-on. Le 7e, Dieu se reposa.
Oui, c'est un vieux débat, ça. C'est comme savoir si le XXe siècle a commencé en 1900 ou en 1901. Donc on va peut-être abandonner ce débat. Moi, je vais vous dire une chose, Nicolas Miguel, c'est que même si votre journal ne m'intéresse pas, je l'achèterai uniquement pour emmerder Genestar. Oui. C'est bien clair. Donc vous avez déjà un client où il vous en manque plus que 69 990. Multiplions-les comme les petits pains. Et le dimanche matin avec les croissants, info dimanche, 6 francs, c'est moins cher d'ailleurs que certains croissants dans certaines boulangeries. Pourra-t-on se procurer votre journal le lundi? Je suis dans une commune de l'Essonne où il y a peu de marchands de journaux. Eh bien, si, tout simplement, il suffit donc que la personne demande à son marchand de journaux de lui garder, de lui mettre de côté. Il est tout à fait effectif, qu'il sera possible donc de le demander au son marchand de journaux de se le procurer. Il le met de côté et il permettra donc de l'acheter. Mais il peut l'acheter tous les jours de la semaine, le quotidien de Paris. Alors, on a parlé longuement du quotidien de Paris, on a parlé longuement d'Info Dimanche. Je voudrais parler de présent pour annoncer que... non, on va parler de National Hebdo aussi, bien sûr. Mais je voudrais annoncer dans présent un papier qui... non, c'est pas un vieux celui-là. Qui annonce la création de l'association des Amis du Journal Militant. Présent, des Amis du Journal. L'association s'appelle Présent Militant. Et donc, pour tout renseignement, vous écrivez à Présent Saint-Cloud-Amboise ou vous lisez le numéro de Présent qui vient de paraître. Et puis, dans le dernier, ça c'était dans celui d'hier. Et dans celui d'aujourd'hui, que je ne trouve naturellement pas, et bien tant pis, comme ça vous obligera à l'acheter demain. Vous pourrez, non, c'est celui d'hier aussi, celui-là. Vous pourrez trouver les informations, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a une série de papiers sur ce qui, à mon avis, est le grand scandale présent et qui ne va pas s'interrompre tout de suite. C'est l'affaire de la persécution des militants pacifiques pour la vie. Alors, la persécution redouble contre les sauveteurs, elle les prive d'amnistie, un papier d'Yves Daoudal et un papier de Rémi Fontaine, elle les condamne à la prison ferme, mais ça ne fait pas reculer les militants de la vie, puisque, à nouveau, sauvetage a eu lieu à Annecy aujourd'hui même. En page 3, dans Présent toujours, un papier sur le malaise chez les policiers du Val-de-Marne, encore une histoire d'ailleurs où, dans une affaire d'affrontement entre policiers et bandes ethniques, on a eu des décisions de justice ou des décisions de police de la police qui sont des décisions qui reviennent tout simplement à démobiliser les policiers et qui ne font qu'augmenter les risques de la délinquance ethnique. Et puis, un papier très intéressant qui résume l'affaire Didier Schuller, Charles Pasqua, qui va probablement être le grand scandale des semaines à venir, puisque Pasqua est montré directement. Alors, pour finir, 2 minutes, Martin, sur la situation de National Hebdo. Brignoud est revenu. Ah mais Brignoud a pris ses vacances. Après ses vacances, avec dans ses bagages. Toujours. Moi je trouve ça scandaleux, surtout quand on se prétend un peu traditionnel, mais enfin chacun a sa façon de vivre. Je ne lui jette pas la pierre. Que des camarades, Oui, absolument, ça peut être platonique. Surtout qu'elle est plutôt gironde. Ah, les girondes, c'est clair. On peut lui reprocher un côté un peu moustachu, mais elle aime la vie. Elle aime la vie. Non, ils sont donc revenus de vacances, c'est très clair. Ils sont revenus de vacances et ils inaugurent une nouvelle formule. Parce que François, depuis un certain temps, trouvait que la charge était un peu lourde. Donc il fait une formule allégée, mais encore peut-être plus brillante qu'avant, s'il est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Et de toute manière, le journal, dans son ensemble, inaugure une nouvelle formule. Notamment, il change complètement sa maquette pour être un peu plus léger, plus lisible. Et on espère que ça va plaire, parce que disons c'était pour aligner le contenant sur le contenu. Donc voilà, on fait ça avant les vacances, contrairement d'habitude on fait ça à la rentrée, mais là on a plutôt fait avant les vacances pour se roder, pour voir ce qu'en pensent les lecteurs, on aime bien tirer à vue, rectifier, tripatouiller, voilà. ADG, un commentaire? Ah oui, est-ce que j'ai bien compris? Tu as dit que Brignoud allait avoir une formule ADG? ADG, allez, c'est toujours si mauvais, mon Dieu, des jeux de mots, mais justement, je veux dire qu'il y a une question de lecteur qui vient pour Info Dimanche, on me demande s'il n'y aura pas de confusion avec Info Matin. C'est absolument aucune confusion possible. D'abord, c'est un format plus grand puisque c'est un format tabloïd. Info Matin est un format rikiki. Et deuxième chose, dire que vous lirez le contenu, c'est vraiment rien à voir. C'est entre le thé et le café, il y a peut-être une différence. Et puis par ailleurs, Info Dimanche est bien la propriété, la marque déposée de notre société.
alors qu'Info Matin est la marque déposée de Monsieur Rousselet, contrairement à une petite information qui était écrite dans le Figaro de ce matin, c'est complètement... Et par ailleurs, on vous demande si on a des renseignements concernant le français. Le journal Le Français, malheureusement, s'est interrompu sa parution, et dire que les lecteurs et lectrices peuvent tout à fait acheter donc Présent ou le Quotidien de Paris s'ils veulent... Ou National Hebdo. Ou National Hebdo, mais c'est un hebdomadaire. Merci Nicolas Miguet, merci Martin Pelletier, merci ADG pour tes interventions brillantes et nombreuses. Et ADG. Et merci Georges Consol, Léger ou ADG, à qui je n'ai pas pensé à présenter les remerciements de toute l'équipe. Merci. Mon Isabelle, elle était douce comme un agneau, elle faisait de la dentelle, jouait des sonates au piano, elle récitait des poèmes, par sa candeur mon cœur fut pris. Oui, mais elle n'est plus la même. Alors vous êtes sur Radio Courtoisie, il est 9h. Tout de suite, la suite du Libre Journal de Serge Beketch. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct le mercredi 28 juin de 18 à 21h et en différé le jeudi 29 juin dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82. Très vite, pour voler quelques minutes à Daniel Amiche et à ses fous du roi, l'entretien traditionnel avec Marc Demme, éditeur, auteur, directeur, rédacteur de la lettre confidentielle d'information religieuse du Otaounum, que l'on peut se procurer en écrivant en boîte postale 58 78 100 Saint-Germain-en-Laye-Cedex. Bonsoir mon cher Marc, comment allez-vous? Cher Serge, le mieux possible. Eh bien, c'est parfait. Oui, il n'y a pas de... Alors, vous ne suspendez pas encore. Quand suspendez-vous la parution pour les vacances? Ah oui, au mois d'août. Bon, alors on a le temps. Donc, dans le numéro en cours, ou le numéro qui va paraître samedi, oui. Quelles sont les informations, quelles sont les choses que vous souhaitez mettre en lumière, en exergue? Eh bien, je reviens une fois de plus sur l'encyclique Ut Unum Sint pour montrer les réactions des orthodoxes et des protestants. Les orthodoxes, il y a la visite de Bartholoméos Ier, patriarche de Constantinople, qui sera demain, ou qui est déjà aujourd'hui à Rome, mais qui demain, en tout cas, assistera à la messe de Jean-Paul II pour la fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, ce qui semble prometteur. Mais il a fait précéder sa visite d'une interview dont je donne l'essentiel et qui n'est pas tendre du tout. Alors, est-ce que c'est pour lui-même qu'il dit cela? Est-ce que ça correspond à ses sentiments? Ou est-ce que c'est pour sauver la face devant ses fidèles? On n'en sait rien pour l'instant. C'est une question qui est très importante parce que cette question des rapports entre les orthodoxes et les catholiques a une importance politique internationale considérable en ce moment. Oui. Alors, Bartholoméos Ier reproche de toute façon aux catholiques de faire du prosélytisme sur les terrains, sur les terres de... C'est la vieille bagarre. Oui, la vieille bagarre. Et il nourrit de profondes réserves, dit-il, sur des points de l'encyclique qui sont d'une faiblesse manifeste. Alors, mais l'affaire principale, alors il ne croit pas au martyrologe commun, mais l'affaire principale, c'est évidemment, pour lui et pour les autres, la fonction du pape, la redéfinition de la fonction du pape. Et alors on parle, Marc, de plus en plus d'un vague projet, ou d'un projet sérieux, je ne sais pas, vous-même, plusieurs fois vous avez évoqué ça, une espèce d'abandon officiel ou officieux, annoncé ou sournois de la primauté du pape. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est ce que Jean-Paul II semble annoncer dans son encyclique, et même plus que semble, c'est ce qu'il annonce dans son encyclique. Mais les partenaires, si on peut dire, ne se contenteront pas
d'un aménagement verbal. Ils veulent une véritable mise à égalité du pape, avec une vague présidence d'honneur peut-être, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est qu'il faudrait que le pape abandonne son pouvoir de juridiction, le pouvoir de juridiction dans toute sa plénitude qu'il détient, et l'infaillibilité dans la définition des vérités de la foi. Or ça, il ne peut évidemment pas. Il n'a pas le droit, il ne le fera pas, et il ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qui se passera? Les autres, est-ce qu'il est question de les faire lanterner jusqu'à l'an 2000 pour le grand jubilé, pour le Mont Sinaï, ou est-ce que c'est une proposition sérieuse? C'est ça que je titre, enfin c'est vous traitez l'énigme. Oui. Il y a là une énigme parce que ce n'est pas possible ni d'un côté ni de l'autre. Les orthodoxes et protestants, etc., n'accepteront jamais que cette primauté persiste et le pape ne peut pas la faire cesser. Je crois que c'est un débat qui n'est pas terminé, et sur lequel vous aurez l'occasion de revenir. Mais enfin, oui. Je conseille la lecture de la lettre d'Yotaodoum parce que c'est vraiment là qu'on trouve les meilleures informations sur ce sujet, qui est un sujet capital pour ceux qui s'intéressent, bien sûr. Pour les autres, effectivement, ils ne sont pas obligés de lire ça. Mais ceux qui s'intéressent au devenir de l'Église de France apprendront, de l'Église universelle, apprendront beaucoup de choses sur ce qui est en train de se concocté autour du mythe ou du, oui, moi j'appelle ça un mythe, du mythe de l'œcuménisme. Merci mon cher Marc. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Un dernier mot pour dire que le Libre Journal de la France Courtoise atteint son numéro 73, j'en suis pas peu fier. Il continue. Je voudrais lancer un appel. La période des vacances, la période estivale, est toujours une période difficile pour les journaux. Le Libre Journal, vous le savez, est un journal qui ne vit que de ses lecteurs, comme Radio Courtoisie ne vit que de ses auditeurs. C'est un journal qui vit sans banque, sans publicité aucune, sans don aucun, uniquement de ses abonnés. Et je ne vous cacherai pas que dans cette période qui commence maintenant, la période du mois de juillet et août, nous avons fortement besoin d'une mobilisation. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de vous abonner, soyez gentils, ne perdez pas de temps. Si vous avez l'intention de vous réabonner, ne perdez pas de temps. Si vous avez l'intention d'abonner des amis, ne perdez pas de temps. C'est maintenant que nous avons besoin de votre aide, de votre participation pour franchir le cap des mois de juillet et d'août. Alors, donc, si vous souhaitez vous abonner au Libre Journal de la France Courtoise, vous pouvez envoyer 600 francs ou envoyer un petit mot pour qu'on vous explique les modalités de paiement différé au 139 boulevard de Magenta. Qu'est-ce que j'ai dit? Différé, c'est ce que j'ai dit, pas digéré. 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris. C'est tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Je laisse maintenant la parole à Daniel Amiche et à ses fous du roi. À bientôt, que Dieu nous garde.